Congolais parlent aux Congolais. Ici, la résistance congolaise. Ici, Bati Katanga. Résistant Maïmaï. La résistance congolaise de l'intérieur parle à la résistance congolaise de l'extérieur. Mes frères, mes sœurs, l'heure est grave. La résistance intérieure à Walikale, à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Fizi, à Minembwe, et partout où les forces de l'occupation essayent de nous assujettir, la résistance est là. La résistance est là pour défendre la terre de nos ancêtres. Force avant-gardiste qui défend le Congo. Merci pour la résistance extérieure. Nous suivons heure après heure la détermination avec laquelle vous vous engagez dans le combat de délivrer notre pays, retenu captif par les hégémonistes ici. Oh mes frères, quelle a été ma souffrance ce matin lorsque j'ai suivi le président français plébisciter le bourreau de Kigali au cours d'une interview à Jeune Afrique et à RFI. Plébisciter le bourreau de Kigali. C'est lui qui a sur sa tête plus de 10 millions de morts de nos compatriotes. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. J'ai décidé de m'adresser à vous en français parce que je sais que vous avez des créneaux, vous avez des réseaux capables de faire parvenir à M. Macron ce message. Ce message de frustration, ce message de désolation de la résistance congolaise. Il a plébiscité les bourreaux de Kigali. Et donc, je lui pose la question de savoir si l'Allemagne nazie, si la prospérité allemande d'aujourd'hui, Allemagne, première puissance économique d'Europe, si cette prospérité allemande d'aujourd'hui était bâtie par les régimes nazis, si cette prospérité économique d'Allemagne d'aujourd'hui était bâtie par le régime du Troisième Reich, c'est-à-dire sur la rapine de la France, parce que la France n'avait pas gagné la guerre, la France fut un pays occupé par l'Allemagne, l'Allemagne nazie, la Pologne, la Yougoslavie, la Hongrie et toute l'Europe, occupée par l'Allemagne nazie, en tout cas une grande partie de l'Europe. Si par cette occupation, l'Allemagne s'était arrogé le droit de bâtir sa prospérité sur la rapine de pays occupés, cela serait acceptable pour les Français aujourd'hui? Cela serait acceptable pour le président Macron? Plébisciter les bourreaux de Kigali, dont la prospérité est bâtie uniquement et exclusivement sur la rapine du Congo, l'exploitation illégale de nos richesses, l'esclavage des Congolais, les Congolais réduits en esclavage, le sang des Congolais, plus de 10 millions de morts, et entendre que ce pays-là est devenu un exemple, entendre du président français
que ce pays-là est un pays exemplaire sur le continent africain, cela est acceptable. La France fut un pays occupé. La France n'a pas gagné la guerre. La France a été occupée. La guerre a été gagnée par les forces russes venues de l'Est, par les débarquements anglo-américains, par les débarquements des troupes anglo-américaines de Normandie. Ce sont les deux forces principales qui ont défait Hitler, qui ont défait le Reich, le Troisième Reich, les forces russes venues de l'Est et les troupes américaines et les troupes anglo-américaines qui ont débarqué en Normandie. La France n'a pas été vainqueur. La France avait été un pays occupé. La France avait été un pays exploité. La France avait été un pays vaincu. Si la France s'est retrouvée à Yalta sur la table des négociations, ce n'était pas en tant que vainqueur. La France s'est retrouvée à Yalta uniquement par la volonté de Churchill, Premier ministre britannique. Parce qu'évidemment, il a eu peur de se retrouver sur une table de négociation, un seul pays européen, face à deux géants qui étaient la Russie, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, et Roosevelt de l'autre côté qui représentait les États-Unis. Et Churchill, dont le pays est sorti aussi affaibli par la guerre, a préféré un deuxième pays européen pour négocier à Yalta. C'est comme ça qu'on a convié la France à Yalta, pas en tant que pays vainqueur. Non, la France avait été vaincue. Et la France qui a souffert des affres de l'occupation. La France qui a souffert de l'occupation nazie. Peut-elle aujourd'hui, sur le plan moral, soutenir un pays, soutenir un régime, soutenir un individu dont la prospérité économique de ce pays est bâti uniquement sur la rapine de notre pays, sur la rapine du Congo, sur les sangs de 10 millions de Congolais? Non, cela est inacceptable. Cela prouve à suffisance, mes chers compatriotes, mes frères, mes sœurs, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Parce que la rapine du Congo, parce que le massacre commis au Congo par les troupes d'occupation, ne le sont que par la complicité de la communauté internationale. Tenez, on a tué à Beni vendredi. Beni est enclavé. Beni ne peut être ravitaillé que par la voie aérienne. Beni a de barrières. Pour rentrer à Beni, vous avez plus d'une dizaine de barrières. À Beni, vous avez la PNC, Police nationale congolaise, vous avez les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et vous avez la MONUSCO. Comment expliquer alors une telle forteresse soit régulièrement franchie par les forces d'occupation, sans aucune inquiétude, sans aucune difficulté? Ils viennent commettre deux massacres. Ils commettent deux massacres à Beni, sans être inquiétés. Et ils refranchissent ces forces d'occupation. Les barrières une à une pour rentrer dans les montagnes. Aux yeux et à la barbe de la MONUSCO. Aux yeux et à la barbe de FARDC. Aux yeux et à la barbe de la police nationale. Mais cela ne peut être possible que par une complicité. Cela ne peut être possible que si ces forces d'occupation bénéficient d'une complicité. La MONUSCO, plus de 20 ans, un budget colossal, plus de 20 000 hommes, plus d'1 milliard de budget annuel, la plus grande mission des Nations Unies au monde, n'arrive pas à mettre fin aux tueries
ni à Beni, ni à Walikale, ni à Massissi, ni à Rutshuru, ni à Goma, ni à Bukavu, ni à Fizi, ni à Butembo. Non, c'est inacceptable. Il y a une complicité. Et nous avons compris, nous les Congolais d'aujourd'hui, qu'en mettant en cause la MONUSCO, la conclusion logique serait que la MONUSCO se prépare à quitter notre pays. Nous devons défendre notre pays nous-mêmes. Évidemment, l'armée congolaise ne fait pas non plus son travail. Évidemment, la police congolaise non plus ne fait pas son travail. Je rends hommage à certains de nos militaires du FARDC. Je rends hommage à certains de nos policiers qui patriotiquement défendent la République démocratique du Congo. Mais nous avons un problème d'infiltration au niveau du commandement. Nous avons un problème sérieux d'infiltration au niveau du commandement. Voilà pourquoi je vous dis, ce combat ne peut être gagné que si nous sommes organisés. Si nous, Congolais patriotes, organisons la résistance. La résistance doit s'organiser. Nous n'avons pas de base arrière pour dire qu'un pays nous servirait de base. Non. Nous n'avons que le peuple congolais. Et nous devons sensibiliser le peuple congolais. Parce que 10 millions de morts aujourd'hui, étayés par les rapports mapping, étayés par plusieurs rapports, reconnus par l'administration américaine, mais aucun procès. Aucun procès. Contre les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de morts juifs, tribunal de Nuremberg. À juste titre, la conscience de l'humanité a fonctionné à Nuremberg. Et on a condamné le bourreau nazi. Contre les génocides au Rwanda, génocide rwandais, les Hutus se sont levés, ont massacré les Tutsis. Poussés d'ailleurs par les génocides, poussés d'ailleurs par les hégémonistes Tutsis. Ces génocide a été prémédité. Et la première question qu'on peut se poser, c'est à qui a profité le crime? À qui a profité le crime? Si ce n'est pas aux hégémonistes et tous ceux qui ont installé un régime dictatorial à Kigali. Mais ces génocides, 700 à 800 000 morts. Déplorable, exécrable, évidemment. Inacceptable. Mais ce ne sont pas les Congolais qui ont commis ces génocides au Rwanda. Ce sont les Rwandais qui se sont levés un matin et ont massacré d'autres Rwandais. Aucun Congolais n'a jeté la pierre au Rwanda. Contre ces crimes, tribunal pénal d'Arusha, pendant plus de 20 ans, pour juger les génocidaires. Tribunal pénal d'Arusha. En fonction jusqu'à aujourd'hui. Si on vous arrête dans le monde, comme ayant participé au génocide, transfert Arusha. Tribunal pénal d'Arusha. Et à juste titre. Et ce tribunal pénal a arrêté les génocidaires, un grand nombre. Aucun Congolais. Aucun Congolais. Ce fut un génocide rwandais. Aucun Congolais. Au Liban, Rafik Hariri, ancien premier ministre libanais, assassiné avec ses gardes du corps.
moins d'une dizaine de personnes. Tribunal pénal. Tribunal pénal. À juste titre. C'est la conscience de l'humanité. Pour le Congo, on peut même continuer. Hein? Ex-Yougoslavie. Tribunal. Pour juger les criminels. À juste titre. Pour le Congo, jusqu'aujourd'hui, reconnu officiellement plus de 10 millions de morts. Subitement, l'humanité est frappée d'amnésie. Subitement pour le Congo, aucun tribunal, aucune condamnation. Subitement, l'humanité est frappée d'amnésie dans le cas des crimes graves commis au Congo. L'humanité est frappée d'amnésie malgré les rapports mapping. Et après les rapports mapping, les massacres continuent. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a eu massacre à Béni. Ceci pour dire que nous les Congolais, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons compter que sur notre patriotisme. Nous ne pouvons compter que sur notre amour pour notre pays. Notre terre nous léguée par nos ancêtres. Nous devons nous battre. La résistance intérieure est en train de se battre. Nous avons mis en débandade la milice Tutsi Ngumino à Minembwe. Makanik a pris fuite. Le projet d'installer, selon le contrat signé par Kagame et le HCR, le projet d'installer des réfugiés qui viendraient de la Libye sur notre sol, non. Nous sommes en train de nous battre. Il n'y a pas de terres vacantes au Congo. Il n'y a pas de terres libres au Congo. Nous ne sommes pas xénophobes. Encore moins tribalistes. Encore moins racistes. Parce que ce sont des antivaleurs. Nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. Nous nous battons pour l'histoire. Nous nous battons pour la postérité. Les enfants des enfants de nos enfants. Nous n'avons aucun droit de les consacrer d'avance esclaves. Non, personne n'a ce droit. De livrer les prochaines générations, de livrer notre postérité à l'esclavage programmé. Voilà pourquoi nous nous battons. Partout où vous êtes, je sais combien vous êtes malheureux. Mais rien n'est inévitable. Rien n'est impossible. Tout est possible. Vous êtes dans le bon droit. Nous sommes dans le bon droit. Nous allons délivrer notre pays, retenu captif par les forces d'occupation. Tenez. Ils sont en train de discuter pour un budget. Les supports qui accompagnent l'occupation sont en train de discuter un budget. Ils en arrivent à un budget de 6 milliards 900 millions de dollars. 6 milliards 900 millions de dollars pour 100 millions d'habitants. Là où vous êtes, faites les calculs. Donc un pays en faillite. Ce que les Anglais appellent failed state. Un pays en faillite. Et d'ailleurs, dans les 6 milliards 9, en réalité, ce sont des chiffres qu'on a gonflés. Dans la réalité, nous aurons moins de 5 milliards avec la crise du Covid. Moins de 5 milliards, certainement. Moins de 5 milliards de dollars. Et 5 milliards de dollars pour 100 millions d'habitants. Quand est-ce que nous allons construire un outil de défense à la taille de menace? Quand et comment allons-nous construire
un outil de défense à la taille des enjeux avec un tel budget? Comment et quand allons-nous construire les écoles pour former nos enfants, les enfants de nos enfants, pour préparer l'avenir? Quand et comment allons-nous promouvoir l'agriculture pour nourrir les Congolais? Quand et comment allons-nous promouvoir la santé pour tous, les hôpitaux? Quand et comment allons-nous construire un système de sécurité sociale, un système de protection sociale, protégeant tous les Congolais devant la maladie? Quand et comment allons-nous bâtir notre pays? Soyons conscients. Nous sommes devant la croisée des chemins. Alors que ce pays est un pays nanti, alors ce pays est un pays prospère, alors que ce pays est doté des minéraux les plus rares. Nous sommes les réservoirs mondiaux des minéraux stratégiques. Réservoir mondial des minéraux stratégiques. Cette occupation, c'est pour nous déposséder. C'est pour exploiter illégalement nos minéraux. Nous avons une population dynamique, aujourd'hui 100 millions d'habitants. Nous avons les atouts pour bâtir la puissance, pour faire du Congo un pays émergent. C'est pour ça qu'on ne veut pas nous laisser diriger nous-mêmes nos affaires. C'est pour ça que vous voyez le plébiscite des régimes de Kigali bâti uniquement sur la rapine du Congo. Parce qu'en réalité, les puissances sont cachées derrière. Ils veulent nos richesses à vil prix. Ils veulent faire main basse sur nos minéraux stratégiques. Ils veulent construire leur puissance à partir du minerai volé au Congo. Inacceptable sur le plan moral. Inacceptable sur le plan éthique. Et nous les Congolais, nous ne nous laisserons pas faire. Les Congolais d'hier ne sont plus les Congolais d'aujourd'hui. Nous avons pris conscience. Voilà pourquoi j'appelle la résistance à s'organiser. C'est par l'organisation, par des idées nouvelles, par le patriotisme, que nous allons trouver des stratégies capables de nous conduire à mettre fin à l'occupation, à délivrer notre pays, retenu captif par l'occupation. Mes chers compatriotes, mes frères et mes sœurs, j'ai tenu à faire cet échange en français parce que je veux que la communauté internationale nous entende. Je veux que la communauté internationale sache que nous ne sommes pas naïfs. Alors, si nous l'étions hier, aujourd'hui nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus naïfs. Nous avons compris. Mais la communauté internationale doit savoir que les vaincus d'hier sont à leur tour devenus les grandes puissances d'aujourd'hui. Dixit, le président Mobutu. Mes frères, rien n'est inéluctable, rien n'est impossible. Je sais que beaucoup d'entre vous sont découragés. Beaucoup d'entre vous sont désemparés. Beaucoup d'entre vous ne croient plus. Mais je vous appelle à reprendre espoir. Je vous appelle à reprendre courage. Ce qui se passe pour le Congo, notre pays, c'est aussi passé pour d'autres pays du monde.
Réalisez l'histoire, mes frères et mes sœurs. La Chine, en 1931, a été envahie et occupée par le Japon. En 1931, le Japon a occupé les forces japonaises. Ont occupé la Chine. Ont piétiné la Chine. Ont violé des Chinoises. La Chine a remonté la pente. La Chine a remonté la pente par le travail, par le patriotisme, par les valeurs. La Chine a remonté la pente. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il viendrait à l'idée d'un seul Japonais d'aller piétiner la Chine, d'aller occuper la Chine, d'aller violer les femmes en Chine? Évidemment que non. La Chine d'aujourd'hui est une puissance. La Chine d'aujourd'hui est une puissance financière. La Chine d'aujourd'hui est une puissance militaire. La Chine d'aujourd'hui est une puissance atomique. Il ne viendrait alors à l'idée de personne, japonais ou qui que ce soit, d'essayer d'apporter atteinte à la souveraineté, à l'indépendance, ni à l'intégrité territoriale de la Chine. La France, dont le président plébiscite le régime de Kigali. La France avait été occupée en 1940, défait par les Allemands. La France avait été piétinée. Hitler était sur les Champs-Élysées. Les Français ont été violés par les Allemands. Service du travail obligatoire, STO, instauré par les Allemands, pour que tous les Français en âge de travailler aillent travailler dans les camps de concentration, au service du Reich. La France en a bavé. Mais aujourd'hui, la France s'est remise en état. La France a construit une prospérité économique. La France a bâti une armée. La France est devenue une puissance atomique. Viendrait-il à l'idée d'un Allemand aujourd'hui d'apporter atteinte à la souveraineté de la France, d'apporter atteinte à l'indépendance de la France, d'apporter atteinte à l'intégrité territoriale de la France, d'essayer d'aller occuper la France? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Israël. Israël, mes frères. Depuis l'an 33, Jules César a démoli les temples de Jérusalem. Les Juifs dispersés dans le monde entier. Dispersés. Sans pays. On a même inventé l'expression, au XVIIIe siècle, des Juifs errants. Pour dire que les Juifs étaient en train d'errer dans le monde. Les Juifs ont subi le racisme. Les Juifs ont subi la xénophobie. Les Juifs ont subi le mépris à travers le monde entier, dont le summum a été la Shoah, les chambres à gaz. On a exterminé pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 6 millions de Juifs. Mais l'État d'Israël aujourd'hui, David Ben Gurion, Shimon Peres, Golda Meir et tant d'autres ont bâti l'État d'Israël. Ont bâti l'État d'Israël au milieu de pays arabes. Les Juifs ont fait fleurir le désert. Le désert a fleuri.
Israël est devenu une puissance financière. Israël est devenu une puissance militaire. Israël est devenu une puissance atomique. Viendrait-il aujourd'hui à l'idée d'un seul Allemand, d'un seul Européen, d'attenter à la vie des Juifs? Non, ce n'est pas possible. La riposte israélienne serait véhémente. Israël a eu et a connu 5 guerres contre les pays arabes. Israël a gagné toutes les 5 guerres. Israël a battu une puissance. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, rien n'est impossible. Rien n'est inéluctable. Rien ne peut nous prédestiner ad vitam aeternam à l'esclavage. Rien ne peut prédestiner nos enfants, les enfants de nos enfants, la postérité, notre postérité à l'esclavage. Non, rien. Voilà pourquoi il faut reprendre courage. Il faut reprendre courage. Il faut réfléchir. Il faut s'organiser. Sortons de la distraction. Prenons conscience de ce qui se passe dans notre pays, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il s'agit pour le Congo, notre pays aujourd'hui, d'une question de vie ou de mort. Faudrait-il tuer combien de Congolais? Faudrait-il en violer combien de Congolaises? Pour que le monde s'en émeuve.